Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette rencontre de l'alimentation, des rencontres proposées par l'Agence alimentaire Nouvelle-Aquitaine, l'ANA, qu'on ne présente plus. On est habitué avec Sud-Ouest à faire ces rencontres mensuelles depuis quelques temps. C'est notre dernier rendez-vous avant les vacances et il est encore plus important, j'ai envie de dire, puisque nous en sommes tous certains. Vous allez profiter de ces moments de congé, de ces vacances pour mieux consommer, mieux acheter, fréquenter les marchés, nourrir les amis, la famille. Et on va en parler, c'est le sujet aujourd'hui. On va justement parler aujourd'hui de la façon dont la grande distribution peut ou ne peut pas, c'est le débat, justement aider, investir, développer ces produits locaux et régionaux. Pour en parler ici, dans ces très beaux locaux de la Mecca à Bordeaux, on salue d'ailleurs la Mecca qui nous reçoit dans ce très bel environnement. On vous invite aussi à profiter des congés pour venir rendre visite à la Mecca, un des hauts lieux de la culture aujourd'hui dans la métropole. On peut venir de toute la région. Tout le monde vous dira où c'est sur les rives de la Garonne. Philippe Gottsman, vous êtes consultant et je vous salue en grande consommation agroalimentaire. On va le dire, on en reparlera. Vous avez été longtemps dans la grande distribution. Vous, aujourd'hui, vous regardez les deux côtés de cette activité. C'est pour ça que c'est intéressant. Vous êtes avec nous. Vous connaissez, j'imagine, votre voisin. On le présente, Aubry Guillon. Aubry, vous êtes le cofondateur des Petits Amoureux. Alors, ce n'est pas un site de rencontre, hein, c'est plutôt pour grignoter. C'est des biscuiteries et de la pâtisserie. On vous connaît très bien dans la région Nouvelle-Aquitaine. C'est une très belle entreprise qui s'est très bien développée ces derniers temps. Et puis, on va voir aussi comment vous avez développé d'autres produits et comment vous faites, vous, avec la grande distribution. La grande distribution, Bertrand Loupi, vous allez la représenter ici sur ce plateau. Vous défendez, vous représentez, j'ai envie de dire, la Fédération de la distribution, la FCD, qui n'est pas toujours très connue du grand public. On en parlera tout à l'heure. En tout cas, vous représentez la plupart des grandes enseignes que l'on connaît aujourd'hui dans l'Hexagone. Et puis, à côté de vous, Yannick Ferronato, je le remercie, il vient du Gers. Non pas que ça soit loin, mais c'est limite de la Nouvelle-Aquitaine. Mais vous avez des activités au-delà de votre travail de paysan. J'insiste sur ce mot parce que vous le revendiquez. Vous êtes aussi sociétaire magasin Biocoop et vous en avez dans les Landes. Et là, hop, on revient dans la région Nouvelle-Aquitaine. Vous allez nous raconter tout ça tout à l'heure. Et puis, on a un invité. Il est invité permanent. Il est ici chez lui, comme à chaque fois. On ne le présente plus. Faut-il le présenter? C'est Éric Orsena. Bonjour, Éric. Bonjour, bonjour. Vous êtes C'est moi qui représente les femmes ici. C'est ça, on vous remercie de représenter les femmes, tout à fait. Et je le rappelais, vous êtes le parrain de ces rencontres et on sait quel rôle vous jouez et quelle culture vous avez, au-delà de tout ce qu'on sait de vous, dans ce milieu de l'agroalimentaire. Vous intervenez quand vous voulez, comme c'est le cas à chaque fois, Éric, et puis on fera un travail de synthèse avec vous à l'issue. Évidemment, je n'oublie pas, et peut-on l'oublier, URPS, notre dessinateur, fidèle à Sud-Ouest et fidèle à ces rencontres. On ne peut pas l'oublier, il n'est pas toujours très poli, mais il est toujours là. Donc on est ravis de l'accueillir une fois encore. Il va intervenir à chaque fois quand il aura envie. Mais tout de suite, on démarre avec Laurent Dulot qui va me rejoindre sur ce plateau. Bonjour Laurent. Vous êtes le président de l'ARIA. Alors là, c'est pareil, il faut que le grand public sache un peu mieux ce qu'est l'ARIA. Reculez un tout petit peu, ce n'est pas pour les problèmes sanitaires, c'est pour le cadrage. L'ARIA, c'est 200 professionnels de l'agroalimentaire de cette belle région Nouvelle-Aquitaine. C'est environ 10% du potentiel. C'est quand même 200 que vous représentez. Et vous faites un gros travail avec eux pour les aider à se développer, pour les aider sur le juridique. Mais surtout, c'est un gros travail de porte-parole et de défense de votre activité. Ça tombe bien, il y a très peu de temps, c'était en juin, une actualité faisait que, et on en parlait beaucoup avec la loi Egalim tout à l'heure, il y avait une actualité qui faisait que vous étiez là justement pour voir comment on peut mieux accorder ces prix entre vous, les producteurs, les acheteurs et puis après le consommateur. Est-ce qu'on n'est pas un peu, et on va lancer ce débat, dans le monde des bisounours en pensant que d'un côté, nous consommateurs, on va acheter pas cher et puis vous, producteurs ou industriels, vous allez vendre un peu plus cher? Est-ce que déjà l'équation n'est pas par terre? L'équation est un peu compliquée à résoudre, effectivement. On est dans une volonté déflationniste du politique, hein, c'est assez clair. Depuis 7-8 ans, on va dire. Hein. Oui, c'est ça. Nous, en tout cas, les transformateurs agroalimentaires, puisque l'ARIA Nouvelle-Aquitaine représente les transformateurs agroalimentaires, on est un petit peu entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire une volonté déflationniste d'un côté, et d'un autre côté, et c'est tout à fait normal, une nécessité absolue de rémunérer, de rétribuer le monde agricole, on en parlera plus tard. Ouais. Et donc évidemment, à un moment donné, si on paye plus d'un côté et qu'on est moins payé de l'autre, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui s'appelle les marges, qui est assez nécessaire dans n'importe quel secteur, qui est en train de diminuer. Ça fait effectivement 8 ans consécutifs que les marges de l'agroalimentaire français fondent comme neige au soleil. Alors justement, votre démarche, alors c'est pas du lobbying, hein, c'est un travail de professionnel, vous défendez évidemment votre activité et ses marges, et puis en défendant l'activité, il faut le dire, on défend de l'emploi et donc de l'emploi en Nouvelle-Aquitaine. Quel était l'objectif de votre association l'ARIA quand vous avez pris la parole et que vous êtes engagé dans ce combat, entre guillemets,
guillemets, pour Egalim 2? C'était quoi vos grandes volontés? Les grandes volontés, c'était de rappeler les fondamentaux dont nous sommes justement en train de parler et d'y rajouter un ingrédient principal, là aussi, qui émane de la volonté politique, qui est la souveraineté alimentaire. On l'a bien vu l'année dernière, la souveraineté alimentaire, tout le monde en a parlé, c'est absolument nécessaire. Je ne sais pas si on parlera des tourteaux de soja OGM du Brésil qui viennent nourrir notre bétail, mais bon, voilà, la souveraineté alimentaire, ça passe aussi par un tissu agroalimentaire de PME. 97% de l'agroalimentaire français, c'est des PME qui sont dans les territoires et qui ont quand même une affinité avec le monde agricole. Si ces entreprises, parce qu'elles font de moins en moins de marge, voient leurs fonds propres diminuer, leur capacité d'autofinancement va éventuellement diminuer également, et elles vont surtout devenir des proies pour des entreprises non françaises. J'ai rien contre l'Europe, mais bon, la souveraineté alimentaire française, elle passe par la France, ou alors elles vont disparaître. Donc en fait, on est juste là pour rappeler les fondamentaux et dire, ok, il faut rétribuer le monde agricole, ok, on veut la souveraineté alimentaire, mais pourquoi ne pas imaginer un monde qui est effectivement dans une logique déflationniste, mais pourquoi pas sur les services, pourquoi pas sur l'énergie. On va nous passer des augmentations d'énergie. Là, c'est marrant, mais on ne parle plus de volonté déflationniste du gouvernement, c'est très rigolo quand même. Et pourquoi on va économiser sur l'alimentaire qui est l'essentiel, être bien nourri, être bien nutri, c'est l'essentiel pour pouvoir être en bonne santé et avoir une capacité de résistance à des épidémies sanitaires qui malheureusement ont tendance à se multiplier. On a vu qu'un des facteurs principaux de comorbidité à la Covid, c'était l'obésité. Justement, vous en parlez à l'instant, comment on peut produire plus et mieux en Nouvelle-Aquitaine? Est-ce qu'on peut aujourd'hui se dire que c'est encore possible, ou est-ce que les chiffres, malheureusement, que vous êtes en train de présenter, vous invitent à être pessimiste, ou est-ce qu'au contraire, il faut regarder le verre à moitié plein et se dire, là, on peut développer encore et la pandémie doit nous donner des leçons et on va développer? Ah non, au contraire, il faut être hyper optimiste. Moi, je suis un optimiste de nature. À l'époque d'un gouvernement passé, Guillaume Garot, qui était notre secrétaire d'État de l'agroalimentaire, avait sorti un rapport qui fait encore référence dans notre métier, où il démontrait que le public, les citoyens, avaient une véritable volonté ou étaient capables de payer entre 10 et 15% de plus que pour le prix moyen de vente quand on avait une origine tracée, garantie, et qu'on avait un produit qui était éco-responsable, éco-durable et qui était bon pour la nutrition humaine, pour la santé. Parce que l'alimentation, finalement, c'est de la santé. Mais là, on a 10 à 15% de marge. Et que l'on peut redistribuer. Et donc à ce moment-là, c'est peut-être comme ça qu'il faut prendre. La vie, c'est souvent comme ça. Il suffit de retourner la lorgnette et de regarder, de changer le paradigme. Et c'est ce qu'on propose, nous, à l'Ariane Nouvelle-Aquitaine. Changeons le paradigme, mais on ne le fait pas tout seul. On le fait avec les JA, on le fait avec la FNSEA, on le fait les jeunes avec agriculteurs pour le public. oui, le JA, je vous prie de m'excuser, Voilà. et la FCD, donc la Fédération du commerce et de la distribution. Très bien. Et bien justement, ça va être le sujet. Merci Laurent Dulot. J'en profite quand même pour dire que quand vous n'avez pas cette casquette de l'ARIA, vous êtes dans un produit qui fait la renommée aussi de Nouvelle-Aquitaine, qui est le caviar avec la marque Sturgeon. Et si je peux me permettre deux mots, c'est un exemple réel de ce que l'on peut faire. Il y a une crise mondiale au niveau du caviar. Les gens vont se dire, ah bon, il y a une crise sur le monde du caviar. Il y a une crise mondiale au niveau du caviar. On est dans une logique alors là de crise totale avec une diminution du prix dramatique. J'ai été voir mes petits camarades en 2013, autre producteur du caviar d'Aquitaine, parce que le caviar d'Aquitaine est un produit mythique et emblématique de notre région. On s'est mis ensemble et on est en train de porter un dossier auprès de l'INAO pour une IGP caviar d'Aquitaine qui sera la seule IGP au monde et qui nous a permis de protéger notre savoir-faire, nos marges, et donc on peut y arriver. Donc tout est possible. Très bien, merci Laurent Dulot pour sa note d'optimisme. Et je rappelle à ceux qui n'auraient pas suivi, qui sont vraiment passionnés et intéressés par ces sujets, on a fait une rencontre spéciale sur ces appellations d'origine. On peut la retrouver en replay évidemment sur le site de l'ANA, sur Sud-Ouest. Cherchez, c'est vraiment pertinent avec des experts qui étaient venus. Et on en a encore un expert aujourd'hui, je le citais tout à l'heure, Philippe Gossman. J'aimerais bien qu'on revienne sur un terme. Alors, je vous fais vraiment confiance pour nous faire ça, pour le nul que je suis, c'est nous définir, et je sais que c'est compliqué, Egalim 1, Egalim 2, égale quoi surtout, pour le consommateur, pour qu'il comprenne de quoi on parle, qu'est-ce que ça encadre et qu'est-ce que ça voulait dire. Alors, bonjour. Désolé de vous accueillir un peu sèchement avec cette définition. Oh, c'est pas sèchement, mais d'abord, pour vous dire, je suis ravi d'être là et de retrouver des amis. Le Egalim 1 ou 2 en 30 secondes, c'est impossible, tellement ces lois sont denses et couvrent des domaines au moins leur extrêmement vocation, différents. Quoi. Mais rapidement, sur Egalim 1, il y avait deux grands volets. Un volet, je vais qualifier de sociétal, avec beaucoup de choses autour de la qualité de l'alimentation, et un volet qui a touché très directement les sujets qui nous occupent, de relations industrie-commerce, qui visait en fait à améliorer la rémunération des agriculteurs
par un outil qui était l'augmentation de ce qu'on appelle techniquement le seuil de revente à perte, donc de provoquer finalement une hausse des prix sur les grandes marques, notamment celles qui étaient les plus bataillées en prix, pour stopper la déflation qu'a évoqué Laurent Dulot, de telle manière que derrière, on a utilisé ce terme, des marges ruissellent vers les agriculteurs. Très concrètement, ça n'a pas fonctionné. D'abord, il y a eu des mouvements sur les prix, mais... On avait annoncé 700 millions, que le grand public sache qu'on avait annoncé des sommes fantastiques quand même. Complètement. Mais il y a eu effectivement un premier mouvement d'inflation sur quelques marques, mais qui s'est très vite retraduit par un mouvement de nouveau de déflation, effectivement, et ça continue. Et depuis d'ailleurs 8 mois sortis, on va dire, du confinement l'été dernier, le mouvement de déflation est reparti de plus belle, pour des raisons qui ne sont pas liées à nous, mais qui sont liées à des phénomènes de pouvoir d'achat finalement et de contexte de consommation. Donc ça n'a pas fonctionné et donc évidemment ça n'a pas ruisselé, même si sur certaines filières il y a eu des efforts très nets de fait sur la rémunération. Je pense notamment à la filière lait où les acteurs tous se sont pas mal mobilisés, mais c'est très inégal. D'où le fait que le législateur a souhaité Egalim 2, qui est en cours de discussion, qui a été voté au Parlement le 24 juin et qui... Enfin, en première lecture à l'Assemblée. Oui, il y a dans ce détail-là, mais voilà, donc, c'est pour dater. On verra comment ça sortira au bout du travail parlementaire. Cette loi Egalim 2 vise, elle, à cranter la rémunération des agriculteurs par ce que son rapporteur Grégory Besson-Moreau appelle un effet de taquet coinceur, je reprends son terme, de faire que quand il y a une hausse de matière, cette hausse s'impose en quelque sorte à l'industriel et que par ricochet, ça descende jusqu'au consommateur et qu'on puisse plus, quand le prix a monté, qu'on puisse plus le faire redescendre. Je suis très caricatural, non, mais c'est l'idée qu'il faut être posé pour le consommateur qui nous suit, pour les producteurs. Je vais d'ailleurs donner tout de suite la parole pour avoir peut-être un autre regard sur cette loi Egalim avec vous. Je souris déjà, Yannick Ferronato, parce qu'on s'est parlé avant ce débat. Donc c'est important, c'est de comprendre qu'il y a une volonté du politique de dire on va essayer d'aider à ce que les prix, en tout cas les prix d'achat, soient tenus par rapport aux métiers que vous faites les uns les autres autour de ce plateau, que ce soit sur le caviar, et on découvre cette crise, dans la biscuiterie-pâtisserie, ou sur les légumes avec vous, Yannick. Egalim 1, Egalim 2 égale la tête à Toto, ou il y a quand même une réalité ? Pour nous producteurs engagés auprès du réseau Biocoop, ça porte un nom, ça s'appelle le commerce équitable, tout simplement. Donc on travaille depuis de nombreuses années à construire ça avec des groupements sociétaires. On a d'abord œuvré pour mettre en place le commerce équitable et on a été des pionniers sur le côté commerce équitable nord-sud, historiquement connu. Et puis on s'est dirigé dès les années 2006, je crois, sur une démarche de commerce équitable nord-nord et pour justement garantir une juste rémunération des producteurs, et donc de faire comprendre ce message-là aux consommateurs qu'un produit n'est pas qu'un prix, un produit c'est un producteur qui vit dignement. Alors, on comprend la démarche, vous nous dites que le groupement que vous représentez l'amène. Est-ce que vous pensez que cette Egalim 2 va pouvoir être meilleure que Egalim 1 ou est-ce que vous ne faites pas trop d'illusions, clairement, voilà. Je ne sais pas, on verra. En tout cas, je pense qu'il faut qu'on regarde devant. Il est important, vous parliez de souveraineté alimentaire, il est important qu'on s'approprie ces sujets-là et qu'on fasse vraiment, qu'on construise ça et que l'agriculture de demain n'existera que si on a des producteurs qui sont rémunérés correctement. Ça touche aussi le problème, et je regardais les émissions précédentes, ça touche aussi le problème de la transmission. C'est-à-dire que est-ce que notre modèle agricole nous permet d'assurer des transmissions de fermes? On parle d'agriculture paysanne, on parle de taille des fermes, on parle de relocalisation de la production, mais est-ce que ce modèle agricole-là et ces règles-là vont nous permettre de construire ça? Est-ce que quand vous posez la question, on doit entendre que justement ça ne le permet pas? Aujourd'hui, on voit que c'est encore la course à l'intensification, à l'agrandissement, pour pouvoir répondre à toujours plus de prix, plus de compétitivité, je dirais. Et attention, parce qu'entre compétitivité et agriculture durable, on risque de se heurter à des problèmes, quoi. Je vais venir vers vous, Aubry. Je disais tout à l'heure, une très belle entreprise qui s'est spécialisée au tout début
dans la biscuiterie. On peut peut-être faire un petit mot quand même pour dire aujourd'hui que vous avez réuni d'autres produits autour de votre marque. Et puis on va revenir après cette présentation rapide sur justement la façon dont on peut aller ou pas vers la grande distribution. Peut-être rappeler quand même aujourd'hui que les petits amoureux, c'est pas que la biscuiterie. Tout à fait. Donc nous, on est né en ultra local. J'allais dire, on est tombé dedans dès le départ en fait, puisque l'entreprise est née d'un portage en fait avec un agriculteur en proximité de chez nous. Et en fait, c'est tout naturellement qu'on a gardé cette idée de faire avec nos parties prenantes locales. Et pour donner des exemples, ce parti pris, cet engagement, c'est par exemple fabriquer des biscuits exclusivement avec du beurre AOP Charentes-Poitou. Vous êtes un des rares biscuitiers à faire ça d'ailleurs. Exactement. Et alors c'est peut-être pour ça qu'on est tout petit, mais c'est pas grave, on garde le cap. Et on est fiers de cet engagement-là parce qu'on peut faire des biscuits avec du beurre concentré, avec des beurres techniques ou de la matière grasse végétale. Nous, sur notre territoire, on a 2 belles AOP et 2 belles entreprises que sont Pampli et Échiré à côté de chez nous. Donc c'est relativement naturel que de travailler avec eux. Sauf que le consommateur qui nous suit le sait bien parce qu'il cuisine aussi chez lui. Si je prends du beurre AOP, forcément, ça coûte plus cher. Et donc, comment vous pouvez ou pas répercuter le prix du beurre AOP qui est intégré dans vos produits? Ouais. Alors déjà, quand on regarde bien une analyse de valeur, on se rend compte finalement, même dans des petites entreprises comme les nôtres, nous, on est un petit intervenant, que finalement la part de la matière première dans l'ensemble des postes de coût, elle n'est pas si importante que ça. Donc ce que je veux signifier, c'est que ça ne coûte pas beaucoup plus cher de faire mieux et d'apporter au consommateur un produit vraiment meilleur. Après, ça va se traduire bien évidemment sur le PVC. Nous, c'est tout l'enjeu au quotidien pour arriver à valoriser cet écart de qualité. Mais les consommateurs y viennent et sont attentifs à ça. Alors, pour que les consommateurs y viennent, il faut que vous alliez vers eux. Vous avez fait un choix et vous le revendiquez. Vous dites oui, moi, la grande surface, les grandes distributions, c'est pas un gros mot, j'y vais, j'y suis allé. Expliquez-nous votre démarche, justement, pourquoi vous êtes allé vers ça et qu'aujourd'hui, vous ne le regrettez pas. D'abord parce que, on le sent bien, la distribution a besoin des petites entreprises comme les nôtres pour se différencier, pour recréer de la valeur, se différencier versus les grands groupes ou les grandes marques internationales et finalement refidéliser le caddie de proximité. Et on a souvent tendance à parler des grandes promos nationales, mais il ne faut pas oublier que le patron de magasin, il a besoin du consommateur qui pousse le caddie, c'est lui qui consomme. Donc de plus en plus, il veut qu'on communique sur ces intervenants locaux autour de chez nous. Et pour répondre à votre question sur les regroupements, la mutualisation, nous on est très petits, on n'a pas beaucoup de moyens. Donc on essaie de trouver des pistes d'amélioration. On en a prouvé en son temps sur des schémas logistiques avec des enseignes de distribution, sur de l'optimisation de la logistique. Et là, ce qu'on a fait il n'y a pas longtemps, c'est qu'on a regroupé 4-5 PME locales autour de Niort et de La Rochelle. Nous, on est en Nouvelle-Aquitaine, sur la partie nord du territoire puisque les petits amoureux sont à côté de Niort. Dans les Deux-Sèvres. Dans les Deux-Sèvres. Avec la Charente-Maritime. Tout à fait, et très fiers d'être dans la Nouvelle-Aquitaine. Et donc, on a migré avec nos petits amis de La Rochelle, avec une marque de chocolat qui s'appelle Île de Ré Chocolat, une marque de confiture qui sont les confitures du Clocher, également une démarche sur du miel qu'on est en train de monter, et enfin des légumineuses, puisqu'en fait on a, nous, tout le point commun de ces entreprises, c'est qu'on a une partie du capital qui est issue d'une coopérative agricole vendéenne. Donc on a gardé ce lien en fait avec le monde agricole. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire la stratégie que vous avez eue? C'est-à-dire, vous allez séduire en disant, regardez, on est petit, on a besoin d'être vendu chez vous, et ça suffit. Et on a vu, et on va le voir aussi, que les grandes enseignes vont aujourd'hui de plus en plus chercher ces produits. Est-ce que ça va mieux aujourd'hui que ça ne l'était au début de votre histoire? Alors, oui et non. Alors, on va faire le oui d'abord et le non après. Ouais. Alors. Oui, parce qu'on sent bien qu'il y a un mouvement de fond. On parlait des Galeem tout à l'heure. Ouais. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur une prise de conscience. Tout n'est pas parfait, mais il y a des améliorations qui sont en train de se mettre en place. Dans les aménagements de loi du député Besson-Moreau, il y a par exemple une façon de cadrer les pratiques abusives. Sur des pénalités, ouais, sur des pratiques qui n'ont pas de sens en fait par rapport à notre cœur de métier. Nous, on n'est pas des gestionnaires financiers, des juristes. On est des fabricants. Mmh. Et ce qu'on veut faire, c'est ça, c'est exprimer notre travail avec nos partenaires. Alors ça, c'était le oui. Et le non, alors, pourquoi c'est moins bien peut-être aujourd'hui qu'au début de l'histoire? Parce que c'est de plus en plus complexe. La concurrence est vive. Les crises font que, à la fin, c'est le consommateur qui décide. Donc, il y a aussi cette conscience du prix qu'il faut garder bien en tête. Et ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on n'a pas les mêmes exigences que les autres. En clair, nous, on passe aussi des certifications. On a des audits ultra techniques pour la grande distribution. On a les mêmes exigences. Donc, nous, notre terrain de jeu, il est extrêmement tendu. Donc nos tissus de TPE-PME
sont souvent dans des équilibres économiques difficiles. Alors Bertrand Loupy, ça fait plein de fois qu'on cite évidemment la grande distribution, c'est le sujet du jour. Vous représentez cette fédération qui la représente. Je disais tout à l'heure, la plupart des grandes enseignes font partie. Vous êtes vous-même directeur d'un magasin ici autour de Bordeaux, d'une marque dont taira le nom, ça commence par O, ça se termine par Champ. Est-ce que c'est vraiment aussi réel que ce que vient d'expliquer ce producteur, votre volonté, vous en tant que directeur de magasin, avant de prendre la casquette de la fédération, d'avoir des produits locaux ou régionaux chez vous dans vos rayons ? Je crois qu'on l'a dit, c'est un besoin, c'est vraiment un besoin. Il faut alors avec la crise encore plus, ça s'est encore plus développé. Malheureusement, on n'a pas encore, ça va pas assez vite. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore 50% des chiffres d'affaires qui sont réalisés sur certains segments de marché par les grandes marques et uniquement les grandes marques. Donc il faut vraiment qu'on développe ces partenariats locaux parce que, et on l'a dit, il y a 2 mots qui sont ressortis, différencier et valoriser. Nos entreprises. Alors, commençons par le premier. Pourquoi vous voulez différencier ? Il y a vraiment une recherche du consommateur d'aller manger autre chose ? Complètement, il y a une notion de santé et de transparence qu'on a avec les producteurs locaux, qu'on a beaucoup moins avec des gros producteurs. Donc ça déjà, ça rassure le client. C'est important justement de se différencier par là. Le local, c'est la différenciation. La valorisation, on l'a dit, nos entreprises, en fait, les TPE, PME sont formidables en Nouvelle-Aquitaine, d'autant plus. Et on a des valorisations des produits. Et on parlait du prix tout à l'heure. En effet, le prix, ça reste quand même un des critères majeurs d'achat des clients. Mais donc ça, c'est un paradoxe. D'un côté, vous me dites mon client, il veut acheter pas cher, et d'autre côté, vous me dites je vais valoriser le produit de Aubry ou un autre. C'est à nous, grande distribution aussi, parce qu'on est au contact direct des clients, de valoriser, de mettre en avant les produits, la technique, le savoir-faire de nos entreprises. Et le client, il est capable de dépenser un peu plus pour avoir des produits sains, des produits locaux, des produits bio, des produits qui ont des valeurs terroir forte, le caviar, on en a parlé, mais voilà, donc le client est prêt à dépenser un peu plus, il n'est pas prêt à dépenser plus de 10% de plus. On entendait 15% avec Laurent Dulot, là on est à 10, on va voir si c'est là. Entre 10 et 15%, okay, ouais. Mais voilà, le client est prêt à dépenser plus pour des... Qu'on comprenne bien, s'il vous plaît, Bertrand Loupy, on parle beaucoup et on va parler du rapport méchant-gentil. Il y a toujours, comme dans les westerns, on y reviendra dans les livres aussi avec Eric Orsena. Est-ce qu'aujourd'hui, un directeur de magasin comme vous, et ça c'est important que le consommateur le sache, peut décider de qui il va vendre ou pas et des produits qu'il va vendre quand on parle de produits locaux, ou est-ce que ça passe par ces fameuses centrales d'achat? Et je rappelle, et je vous le ferai préciser d'ailleurs tout de suite, parce que j'ai un expert, je ne vais pas me griller les sources là-dessus, mais il n'y a plus qu'une poignée de centrales d'achat en France qui doivent occuper 80 ou 90% des achats. Est-ce que vous avez une liberté d'aller chercher ou de prendre le petit biscuit, la confiture de l'île de Ré, etc. Alors, de plus en plus. Maintenant, moi, j'ai des managers, par exemple, qui remplissent des fiches, qui rencontrent des producteurs, notamment dans les salons que l'on organise avec la coopération agricole et ça, c'est important, on peut en parler, parce que je pense que le grand public, c'est pas... Il y a des salons, il y en a d'ailleurs un à Bordeaux qui est programmé, je crois, à la fin de l'année. Le 13 octobre. Le 13 octobre, qui permettent justement aux grands magasins, à la grande distribution, de rencontrer les petits producteurs, c'est ça le but? C'est gagnant-gagnant pour l'ensemble des acteurs. En fait, ça permet de rassembler tous les producteurs. C'est beaucoup plus facile pour les producteurs, les transformateurs de venir tous ensemble dans un salon une journée plutôt que d'aller voir l'ensemble des magasins. Donc ça me permet vraiment des échanges, ça permet de se rencontrer, de préparer, de faire connaître leurs produits, leurs innovations. Donc le dernier a eu lieu en 2019. 2020, malheureusement, on n'a pas pu la faire avec l'ensemble des enseignes. On l'a fait que sur une seule enseigne. 2021, donc c'est le 13 octobre, ça nous permet aussi d'échanger sur les besoins que les clients nous expriment. On est au contact direct des clients, donc ça permet aussi ça permet d'échanger avec les producteurs directement. Ça leur fait gagner du temps, ça les met en avant, donc ça permet de créer du lien tout simplement avec nos producteurs. Philippe Gottsman, je parlais du poids des centrales d'achat, il est juste prépondérant, 90% je crois, avec 4 ou 5 centrales, et il rafle 90% des achats, c'est à peu près ça pour la France? Alors là, on touche un sujet qui est très pointu,
Moi, je pense, et je répète ça souvent, il faut qu'on sorte, c'est une des clés, il faut qu'on sorte de la caricature dans le pays. Ah, alors dites-moi. Parce que, en disant cela, décontracte tout le monde, il y a des fonctionnements dans les centrales d'achat. J'ai été dans une centrale d'achat qui sont, disons, à améliorer. Il n'y a pas de sujet sur ça, hein, on pourra en débattre sans problème. Non, il faut sortir de la caricature. Souvent, on entend il y a 400 000 agriculteurs, 17 000 industriels, 4 centrales d'achat. C'est faux. C'est faux parce que d'abord, l'alimentation des Français, c'est 200 milliards. Ce qui passe par la grande distribution, c'est à peu près 130 milliards. Donc, quand on dit 90% centrales d'achat, on oublie toute la partie qui représente la restauration, les circuits traditionnels, qui pèsent également. Et à l'intérieur de ces 130 milliards qui concernent en gros la grande distribution, vous avez dans ces 4 centrales d'achat, hein, ce qui fait beaucoup des titres de la presse, ce sont effectivement des super centrales dont on peut discuter. Moi, je ne suis pas un grand fan de ces systèmes-là, loin de là. Ça concerne 300 à peu près, 300 entreprises, et donc des entreprises mondiales. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans la construction des marchés, et la France est le pays d'Europe et peut-être du monde le plus caricatural là-dedans. À peu près 90% des catégories alimentaires connaissent une dominance, une part de marché des plus gros industriels de l'ordre de 50%. Si vous êtes dans les yaourts, les 2 premiers industriels vont faire 60% du business à peu près. Dans le café, pareil. Dans les jus de fruits, pareil. Et on est le pays d'Europe où le poids des grandes marques nationales et internationales est le plus élevé. C'est assez frappant. Comme on parle de local aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais le dire, on est le pays où le poids des grandes marques est le plus élevé. Parce qu'on est peut-être moins fort en local, par exemple, que les Italiens, ou en régional, je dirais que les Italiens, ou même d'ailleurs que les Allemands, pour des raisons qui sont liées surtout aux consommations de boissons, et aussi parce qu'on a une part des marques de distributeurs qui est assez faible par rapport au paysage européen. On va en parler tout à l'heure. Juste un mot là-dessus, Philippe, c'est très important. Pourquoi justement on a ce retard, entre guillemets retard, ou en tout cas cette différence avec d'autres pays européens? Et est-ce que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, très modestement avec ce débat, mais en tout cas en observant ce phénomène, est-ce qu'on est en train peut-être de inverser cette tendance, ou est-ce qu'on en est très loin? Je crois, c'est un avis très personnel, mais je crois qu'effectivement... C'est un avis d'expert, je le rappelle quand même, c'est pas le consommateur. Je crois vraiment qu'on est en train de faire un chemin qui explique d'ailleurs les tensions qu'on connaît sur le marché. C'est-à-dire que par l'évolution des consommateurs, avant tout, on a une évolution très marquée vers la marque de distributeur en France, à commencer par... on peut citer les marques, par le succès depuis des années d'une marque comme Lidl, qui vend ses propres produits et qui démontre bien ce mouvement-là. On va vers les marques distributeurs, ce qui met en tension les grandes marques, puisqu'elles, de fait, elles perdent de la part de marché. Ouais. Et d'autre part, cette attente de local qui existe depuis une bonne dizaine d'années, hein, qui se développe, mais de façon très forte depuis l'année dernière. Le mouvement local est extrêmement puissant. Également, ça prend des parts de marché, finalement, au contexte des grandes marques. Et donc, vous avez un système qui s'est organisé en 50 ans entre des grands distributeurs, entre des grands industriels, qui est en forte tension, parce que globalement, il est en train de s'effriter. Et pourquoi il s'est constitué comme ça? Je dirais que c'est le poids de l'histoire, qui est très semblable à notre pays. On est un pays extrêmement centralisé et dans lequel tout s'est fait avec des grandes enseignes très centralisées et avec des grandes marques également très massifiées. On retrouve ça partout et c'est lié à comment la grande consommation s'est faite en France et comment le système de la grande distribution et de la grande consommation s'est construit financièrement. C'est-à-dire que les résultats, c'est une anomalie là encore, les résultats des grands distributeurs en France sont notamment faits dans le cadre des négos avec les grands industriels, d'où tout ce jeu de législation, de millefeuille législatif depuis 30 ans, alors que vous allez chez des compétiteurs dans les autres pays, le plus souvent, leur rentabilité est assise soit sur le commerce, soit sur leur marque distributeur. Et donc on est dans un jeu, on est prisonnier d'un jeu entre de négo, mais qui est normal, entre les grands comptes, en quelque sorte. Et le local doit trouver sa voie là-dedans. Alors, on va justement regarder la place qu'a le local. Je reviendrai évidemment vers vous tout de suite. On va voir un film. On va aller à Orthez. C'est une autre ancienne que la vôtre, M. Louis. Et puis, j'interpellerai Eric Orsena sur ce mot qu'on a entendu plusieurs fois. Ne pas caricaturer. Attention, le méchant, le gentil. Je suis sûr qu'Eric a quelque chose à nous expliquer par rapport à ça. En attendant, on se retrouve à Orthez pour découvrir justement qu'on met du local dans les rayons. La grande distribution se met à l'heure du local, comme ici, à Orthez. Bonjour Sabine. Ça va bien? Ça va, merci. Jérôme B. est directeur du magasin. Son enseigne a lancé il y a plus d'1 an
le meilleur du local. Donc, dans la démarche Le meilleur du local, on a des produits qui sont sélectionnés, fabriqués et transformés dans un rayon de 250 km autour du magasin U. Nous sommes sur un fournisseur local qui doit être une micro-entreprise, une TPE, ou bien sur un format PME, ou encore une ETI, entreprise de taille intermédiaire, de moins de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Dans les rayons, les produits sont repérables facilement par les consommateurs. Avec une identité visuelle spécifique qu'on voit là, souvent illustrée donc par une photo du producteur, son nom, la distance entre le producteur et le magasin. Avec le meilleur du local, l'enseigne de grande distribution souhaite soutenir l'économie locale et les producteurs locaux. Direction Saut-de-Navaille, à une quinzaine de kilomètres du magasin, dans le verger d'Olivier Dupuis. Une dizaine d'hectares où se mêlent poires, pommiers, mais aussi des kiwis. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme. Comment vas-tu? Tu vas bien? Ça Ouais. va. Alors comment se passe la saison? La saison? Ben, écoute, pour l'instant, ça va, surtout pour le kiwi. On a eu la pluie, il a fait très beau. La floraison s'est passée, tu vois que la floraison elle vient d'avoir lieu il y a 10 jours. On a eu un temps magnifique. Si tu veux voir, même les kiwis là. Et même si par le passé, Olivier Dupuis a vécu une mauvaise expérience avec une autre enseigne de la grande distribution, le producteur a finalement accepté de travailler avec le magasin de Jérôme B. Nous avons un magasin, ici, nous vendons sur place et avec M. B, je trouve que c'est une continuité chez lui par rapport à ce que nous faisons. C'est-à-dire il a la même, je pense qu'on a le même ADN, c'est-à-dire le respect du consommateur et puis avoir des produits de qualité. Et ce que j'ai trouvé avec M. B, c'est qu'on n'est pas concurrents. Au contraire, on est partenaires et on est complémentaires. C'était plutôt une démarche de ma part, sachant qu'il y avait les vergers Pelane à Saut-de-Navaille, dans les Pyrénées-Atlantiques, à 15 km du magasin. C'était une évidence. Pourquoi faire voyager des kiwis depuis la Nouvelle-Zélande alors qu'on les a à quelques kilomètres du magasin? Ce n'est pas encore la saison des kiwis. Ils sont seulement au début de leur croissance. Les consommateurs vont devoir patienter avant de les trouver dans les rayons. Tu les auras peut-être en magasin à partir fin novembre. Retour à Orthez. Pour l'instant, on trouve aux rayons fruits et légumes seulement les jus produits par les vergers de Pelane. Et après, quand c'est la saison, on leur commande aussi également les pommes Chantecler et les kiwis. Ce genre de produit en rayon, les gens n'achètent que de ces pommes et sur le rayon, c'est ce qu'on vend le mieux. Ouais. Les pommes de ce producteur, les kiwis et ces jus de fruits, dès qu'on les met en avant, il y a de fortes ventes. Ouais. Parce que c'est local et les gens sont de plus en plus axés sur ça, quoi. Le mariage semble plutôt réussi avec le verger de Pelane. Jérôme B met en avant des nouveaux produits dans ses rayons. On a accepté de renforcer notre partenariat avec Olivier Dupuis et son équipe. Depuis quelques mois maintenant, on a des compotes qu'on appelle local pot qui sont fabriquées donc, par les vergers Pelane avec une déclinaison de parfums, pommes, pommes poires, pommes kiwi, vendues au box pour bien massifier et théâtraliser le produit de notre partenaire. Le consommer local, entre phénomène de mode et démarche environnementale. La grande distribution a su se saisir de ce fait de société, transcendé sans doute par la pandémie de Covid-19. Alors Éric Orsena, on s'était prévenu et qu'on allait se parler après ce reportage qui est en train de peut-être montrer une voie possible de bonne entente. Comment on peut revenir quand même sur cette image qu'appelle caricaturale d'ailleurs notre expert de la grande distribution? Pourquoi on a toujours des méchants et des gentils dans les histoires et dans la grande distribution aussi, avec le gentil producteur et forcément le méchant commerçant? Pour une raison simple, c'est que le méchant, c'est celui qu'on ne voit pas. Et s'il s'arrange pour ne pas être vu, ça veut dire on peut soupçonner qu'ils aient des pratiques pas très claires. Donc, c'est cette question. Moi, ce qui me ravit là, c'est je salue ma caricature, oui. Merci. Il est de plus en plus en forme. Je vais m'arranger pour le voir en présentiel, comme on dit, oui. Et on va régler nos comptes. Parce qu'il fait ça avec
avec ses dessins. Et moi, je peux lui faire une petite caricature à la Bruyère. Je vais les rentrer dans le lard, vous allez voir. Appellation locale. Bon, il y a toujours un méchant et un gentil, même entre entre l'académicien et le dessinateur, on a remarqué. Alors, on revient à notre sujet. Qu'il est peinard, là, tranquille, comme ça, il va voir le petit mec. Et donc, voilà. Non, alors, moi, en voyant ce monsieur d'Orthez, moi, il y a un métier que je trouve absolument formidable, c'est directeur de magasin. Et la question qui a été posée, quelle est l'autonomie d'un directeur de magasin par rapport à une grande signe de distribution? Parce que comme il y a des agricultures, il y a des formes de distribution. Et qu'on voit ce type-là qui est là et qui se promène, qui connaît les producteurs et tout ça. Parce qu'à chaque fois, c'est pareil, le méchant, c'est encore celui qui est dans l'anonymat. Les grandes marques lointaines, on ne sait absolument pas comment c'est fabriqué. Donc c'est ça cette affaire. La première remarque, c'est ça. C'est-à-dire la responsabilité du directeur. Et vous savez, moi, ma spécialité, c'est l'eau. Et j'ai vu un peu la même chose parce qu'il y a eu une grande action menée par Bercy pour reprendre le contrôle de la gestion de l'eau en France. Alors que le monde entier nous envie nos agences de bassin. Et qu'on avait cette situation qu'à Paris, à Bercy, on sait mieux faire pour moins cher. Et cette affaire des centrales, c'est exactement la centralisation de la France. Alors que, voilà, je veux voir une seule chose. Et ce n'est pas comme ça que ça marche. Et donc, on sait très bien que, par exemple, pour la transition agricole, les deux bonnes échelles, c'est l'échelle régionale et l'échelle européenne, ce n'est pas l'échelle nationale. Donc, vous voyez, donc cette question est là, premièrement. Et deuxièmement, moi, ce qui m'a frappé, c'est toujours et encore la question du prix. Les méchants, ceux qui disent, nous, on a des marges et tout ça, mais s'il n'y a pas de marge, il n'y a pas d'industrie, on est bien d'accord là-dessus. Et le consommateur, il est absolument dans la contradiction. Parce qu'à la fois, il veut des produits locaux, des produits qu'on connaît, des belles histoires, et en même temps, il veut toujours payer moins cher. Ouais. Et ce que vous avez dit est très, très vrai. On avale sans problème une augmentation de l'énergie, on avale sans problème une augmentation de tous les coûts de connexion, mais dès qu'il s'agit de la nourriture, de la même manière, dès qu'il s'agit de la santé, de la même manière, dès qu'il s'agit de l'éducation, eh bien, on paye moins les gens. Les profs, ils sont payés chez nous moins que partout en Europe. Et c'est pareil avec les infirmières. Donc, il y a la question de la relation entre le prix et la valeur. Quand on a des prix plus bas, ça veut dire que dans sa tête, on met une valeur plus faible à l'alimentation. Et on a la même chose en santé, où on est des fous des soins et on déteste la prévention. Ce qui fait que notre situation de santé, et là je parle en tant qu'ambassadeur de l'Institut Pasteur, notre situation de santé n'est pas bonne par rapport à d'autres pays, alors qu'on met plus que les autres en budget de la santé. Et la santé rejoint l'alimentation. Bertrand Loupi, alors vous êtes le directeur de magasin, vous êtes interpellé indirectement, mais on est ravi de vous avoir avec nous par Eric Orsena. La question est assez simple, on a vu, alors je précise quand même à l'attention d'Eric et des gens qui nous suivent, c'était écrit, mais le directeur de magasin qu'on a vu tout à l'heure, il chapeaute aussi une marque, d'un de vos concurrents, en l'occurrence chez U, puisque c'est le meilleur du local, donc il a un regard plus large que son magasin. Pour répondre concrètement, jusqu'où va votre liberté, au-delà des salons que vous organisez, comme on l'a compris tout à l'heure, avec les multi-enseignes, est-ce qu'on peut dire par exemple en pourcentage, combien de produits vendus dans les rayons de votre magasin à Talence sont choisis par le directeur ou vos équipes? Dans mon magasin, on a à peu près 4% des produits qui sont vraiment du local et choisis par le magasin. D'accord. Sur environ 400 producteurs ou transformateurs qui sont référencés dans notre catalogue. Et alors pour aller dans la technique de recherche qu'on a un peu aperçue avec votre collègue, et pour répondre encore à Eric, et je pense que sa question est largement partagée par les gens qui nous suivent, jusqu'où va votre liberté? Et puis là, on a entendu tout à l'heure, micro-entreprise, 250 km maximum. Est-ce que c'est des règles, pour les citer, chez Auchan, que vous fixez aussi, ou est-ce qu'il n'y a pas de limite de distance, et que si un bon produit du Nord est repéré comme un bon produit du Nord de la France, il peut être vendu à Talence? Bien entendu. Surtout que dans mon magasin, on est un peu nordiste aussi. Oui. C'est pour ça que je prenais cet exemple, puisque le siège est, on le sait. Il n'empêche que néanmoins, encore une fois, le besoin c'est sur du local. On se fixe la Nouvelle-Aquitaine. Nous, c'est notre terrain de jeu, c'est la Nouvelle-Aquitaine. On a vraiment sur le local, et en tout cas sur les producteurs de Nouvelle-Aquitaine, bien plus de latitude qu'avant, en effet, pour référencer dans le magasin un produit.
Ça aussi, c'est un travail qu'on a fait avec l'ARIA, hein, c'est que les référencements pour nous et pour augmenter la vitesse de référencement des entreprises, des certificats de qualité, par exemple communs aux enseignes, ce qui permet de gagner énormément de temps pour le producteur ou le transformateur, qui n'est pas obligé de passer, comme on l'a dit tout à l'heure, par une longue phase d'audit, de certification qui coûte de l'argent pour le producteur, qui nous coûte de l'argent aussi, alors que voilà, c'est une des solutions qu'on peut apporter, avoir une base commune, et dans ce cas, c'est le magasin qui va choisir et qui peut très rapidement référencer un produit parce qu'il sait que, en tout cas sur la qualité du produit, on est certain que c'est quelque chose qui est reconnu par l'ensemble de la FESEL. 4%, est-ce que ce chiffre il est appelé à se développer ou est-ce que vous êtes au niveau qui est suffisant par rapport à l'offre et par rapport à l'attente de vos clients? Non, bien entendu, hein, voilà, il faut encore développer ces produits locaux et on l'a dit pourquoi. Hein, on a encore des segments de marché qui sont 50% occupés par des leaders. Et puis c'est vraiment, la crise l'a démontré, encore une fois, il y a une dimension santé, il y a une dimension responsabilité aussi de nos clients. Hein. Les clients, ils veulent acheter responsable, ils veulent acheter local. Et il y a une dimension aussi solidarité. Hein. Au-delà de responsabilité, il y a vraiment une dimension solidarité qui n'avait un peu moins avant et maintenant qui est beaucoup plus forte. Et c'est pour ça qu'on doit le développer. Yannick Ferronato, est-ce que ce discours vous satisfait? Est-ce que 4% déjà, vous dites, bon, c'est gentil, c'est un petit geste ou c'est un vrai geste? Et ensuite, est-ce que le mot solidarité, vous préférez le partager avec vos magasins Biocop, vous, en tant que paysan, ou est-ce que vous y croyez, très sincèrement? Je ne vais pas porter de jugement sur ce que font les grandes enseignes. Pardon. Nous, c'est dans notre ADN. C'est-à-dire que cette co-construction, cet ancrage territorial, on a grandi comme ça. Le réseau Biocop a grandi de cette façon-là. On a 20 groupements sociétaires de la coopérative Biocop et qui ont construit le maillage territorial de l'approvisionnement et le socle de l'approvisionnement de Biocop. Chez Biocop, il est de 14%, le niveau d'achat local. Les magasins ont une autonomie très forte pour développer des partenariats avec des producteurs locaux, tout en respectant un cahier des charges exigeant. Et notre construction a été celle-là. Dès qu'on a pu accueillir un groupement sociétaire qui a été capable de produire des productions dans des territoires, nous avons ouvert les portes et nous les avons accueillis. Donc je pense qu'il faut qu'on aille peut-être un peu plus loin dans la démarche. En tout cas, nous, on est dans cette... C'est quoi aller plus loin, s'il vous plaît? Aller plus loin, c'est cette vraie notion de partenariat. Mais il faut quand même regarder les choses. On a pendant 50 ans développé un modèle agricole, construit et structuré des filières. Il y a des régions qui se sont spécialisées. On a derrière nous quand même une agriculture qui est allée vers la spécialisation. Si vous voulez de la pomme de terre, c'est dans le nord. Si vous voulez certaines autres productions, ça se fait dans d'autres régions. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous êtes en train de nous dire que même vous, paysans, vous dites attention à ne pas jouer que la carte locale parce qu'il y a des spécificités et que si je fais de la pomme de terre demain dans le Gers, ça sera peut-être plus cher que dans le nord, quoi. Ce que je veux dire, voilà, c'est ça. C'est qu'il faut qu'on arrive à... Rien n'est impossible. En tout cas, il faut qu'on tienne compte des équilibres, de toute la structuration que l'on a mise en place pendant des années. Nous, on travaille donc, je vous l'ai dit, déjà depuis de nombreuses années, à relocaliser ces productions-là, mais il faut savoir que c'est un travail de longue haleine. Ça ne se fait pas, on ne structure pas des filières en quelques années. Faire planter des plantations de kiwis, si on prend cet exemple-là, et structurer une filière kiwi dans le sud-ouest, ça peut prendre des années. Donc attention que cette espèce de mode, entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais ne nous fasse pas oublier ou passer à côté de tout le travail de structuration qui a été fait pendant des années. C'est un sacré enjeu, ça prend du temps. Et ne trompons pas le consommateur, produire local n'est pas forcément moins cher. Il n'y a pas que l'argument du prix, mais je dirais produire localement ou nationalement ne coûte pas. Il ne doit pas y avoir que l'argument du prix, je dirais, sur le local. Sur cette responsabilité justement de relocaliser, puisqu'on a parlé de souveraineté, là on parle de relocalisation, est-ce qu'il y a des démarches, je pense à la lentille ou à d'autres produits qui font qu'aujourd'hui on peut effectivement, ou d'autres encore, ramener sur nos territoires ici en Nouvelle-Aquitaine? Qu'est-ce qu'il y aurait comme, puisque vous parliez de filières, est-ce qu'il y en a qui sont déjà en train de se développer ou est-ce que Biocop, vous dites il faut qu'on ramène ça parce qu'on ne va pas arrêter de les importer de je ne sais pas où au bout du monde? On a pu, aujourd'hui 87% des volumes vendus dans le réseau Biocop sont d'origine France déjà. Donc on a déjà travaillé depuis longtemps
sur ces éléments-là. On a la chance d'avoir quand même des producteurs qui sont de plus en plus techniciens, qui s'améliorent en termes de technicité, donc qui sont capables de s'adapter. Si demain on a un besoin d'une production dans un département où le climat est favorable, nos producteurs aujourd'hui sont tout à fait capables de s'adapter à ça. Maintenant, il faut leur donner de la visibilité. C'est-à-dire que c'est bien beau, fais-nous de la pomme de terre dans le sud-ouest demain, mais il va s'équiper, il va s'organiser, ils vont se structurer entre agriculteurs pour partager du matériel. Donc, je veux dire, on est sur du temps long. Donc, tout est possible. Après, on ne fera peut-être pas des melons, je veux dire, en Belgique, et, peut-être à moins que le réchauffement climatique aille plus vite, encore. Mais en tout cas, on a des solutions. Bien sûr qu'on a des solutions. Maintenant, l'équilibre est quand même à maintenir entre ce qui est déjà existant et ce qu'on doit développer. Justement, Philippe Gutzmann, par rapport à ça, j'aimerais bien qu'on fasse la part des choses entre le local et le bio, parce que souvent on confond les deux. On peut faire du local qui n'est pas bio, on peut faire du bio qui n'est pas local. On voit tous des produits, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, il y a une tendance qui l'emporte sur l'autre, puisque vous êtes un observateur des tendances, ou est-ce qu'elles sont toutes les deux très linéaires et parallèles en matière de développement ? Alors, vous le soulignez avec raison, c'est d'abord pas la même chose. Évidemment, on peut faire du bio local, il y a du bio qui n'est pas local. C'est un grand débat en ce moment. Il y a du local qui n'est pas bio. Je dirais, le bio a l'avantage, et notamment le bio français, d'être clairement défini. Il y a un cahier des charges, c'est précis. On est pour, on est contre, c'est précis. Le local ne l'est pas du tout. Le local n'est absolument pas précis, pour plusieurs raisons. D'abord, il n'y a pas de cahier des charges, il n'y a rien qui définit le local en tant que tel, il n'y a pas d'éléments. Il n'y a d'ailleurs pas de statistiques extrêmement fiables, ou du moins, je dirais, uniformément ou unanimement acceptées. Et le local, c'est ça qui est amusant, c'est que ça va s'apprécier en fonction du consommateur et là où il est. J'entendais parler tout à l'heure de distance. Le local, ça peut être 250 km. Mais vous voyez, je vais prendre deux exemples qui me touchent. Moi, je suis alsacien d'origine. Les Alsaciens, ils ont beau être dans la région Grand Est, pour eux, les produits, c'est clair, c'est l'Alsace. J'ai travaillé en Haute-Savoie, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Allez demander à des Savoyards de considérer le Saint-Nectaire comme un produit local, vous pouvez vous lever de bonne heure. Et j'imagine que dans la région, c'est pareil, entre le Pays Basque, qui a une très forte identité, et Poitou-Charentes, ou les deux, c'est pas la même localité. Donc, il n'y a pas de dimension unique, si vous voulez. Donc, c'est de ce point de vue-là très compliqué. C'est important de le définir, cette notion de local, du fait, si on veut justement développer demain ce marché. Je crois... D'abord, si on veut développer un marché, il faut le mesurer. De toute façon, on ne progresse que sur ce qu'on mesure. Ça, c'est sûr. J'ai 2-3 chiffres que je vais vous donner. Allez-y. Mais il faut surtout éviter, je pense, de prendre le sujet par le haut. Éric Orsena l'a dit tout à l'heure aussi sur ce côté très centralisateur de notre pays. Il faut éviter de le prendre par le haut. Alors, par l'État, mais même, et je sais qu'on est ici dans le cadre également du conseil régional, même au niveau de la région. Si on parle de local, il faut partir du terrain. Il faut partir des gens, il faut partir des aspirations locales et des identités locales. J'ai cité le Pays Basque, par exemple. Il n'empêche qu'on a besoin de statistiques, et je vais vous en citer 2-3 qui viennent de l'Institut IRI, qui a pris une mesure, et c'est très compliqué, puisque chacun essaye de prendre sa mesure. IRI a pris une mesure que je trouve très intéressante, qui est de dire, je vais mesurer le chiffre d'affaires, et eux ont des mesures très précises, puisqu'ils sont branchés sur tous les systèmes caisses de toutes les enseignes. Je vais considérer comme étant local les marques qui font plus de la moitié de leur chiffre d'affaires dans la région. Alors, je ne suis pas au Pays Basque, je suis sur Nouvelle-Aquitaine, mais ça permet en tout cas d'avoir une maille très comparable. Et je vais faire un clin d'œil à Éric Orsena. Au niveau national, on tourne à 2,2% de part de marché. C'est-à-dire les marques locales représentent 2,2% de part de marché du périmètre des produits de grande consommation. Dans la région, c'est 2,6%. Donc c'est un peu au-dessus. Un petit peu au-dessus. Un peu au-dessus. Ce qui est assez logique par la nature des produits. Et évidemment, vous vous doutez bien qu'en Ile-de-France, c'est beaucoup plus bas. Mais la région... les deux régions les plus fortes, je dis ça parce que c'est ce qui permet justement de se dire on a de la marge de progrès. La deuxième, mais qui à mon avis est en fait la première, c'est un clin d'œil personnel, c'est la région Grand Est avec 4,1. Mais pour bien la connaître, avec un écart considérable entre
le poids des marques régionales en Alsace qui peut peser 30% du business sur les pâtes, sur le café, etc. Et en Champagne-Ardenne et Lorraine où c'est très faible. Et puis évidemment la plus forte région, donc clin d'œil à Éric Orsena, c'est la Bretagne qui est à 4,7%. On va lui redonner la parole, Éric. 4,7%, c'est-à-dire près du double de ce qui est sur la région et plus du double de la moyenne nationale. Ce qui dit des choses de la culture, de l'homogénéité de la culture de la région, mais également, et ça c'est un gros travail pour Laurent Dulot, de la capacité qu'ont eu les acteurs économiques de la région de se fédérer depuis longtemps pour affirmer cette identité et pour travailler collectivement à la mise en place de la production locale, ce que fait très bien Produit en Bretagne dans cette région. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que le travail qui est à faire, c'est presque plus un travail d'identité, ce que fait un peu l'ANA, pour ne pas dire beaucoup, dans cette région Nouvelle-Aquitaine, autant que d'aller chercher les produits? Peut-être que les produits, on les a, mais qui ne sont pas assez connus, en fait. Qu'est-ce que vous êtes en dire? C'est plus un problème de marketing que de production? Alors, on pourrait le dire comme ça, mais j'aime pas le terme de marketing parce qu'il donne toujours une connotation un peu insincère. Mais là encore, je rebondis sur ce que disait Éric Orsena tout à l'heure. On parle de local. Ça fait des années qu'on parle d'ailleurs de la proximité, du retour à la proximité, y compris dans les réseaux de distribution traditionnels, les bouchers, les fromagers, etc. Au risque d'être un peu provoquant, je ne crois pas tellement à cette dimension proximité. Parce qu'en France, on n'a jamais autant consommé de produits exotiques, de produits taïwanais, japonais, etc. Donc on n'est pas du tout dans une logique de repli sur soi, et surtout pas les jeunes générations. Surtout pas. En revanche, ce qui apparaît très fort, je crois, c'est le besoin d'incarnation. La consommation a besoin d'être réincarnée dans un environnement où on est de plus en plus désincarné. Et souvent, alors avec Aubry Guillon, on se connaît depuis des années, souvent je parle des Petits Amoureux parce que c'est une marque incarnée. Si vous allez sur le site internet des Petits Amoureux, vous avez, j'espère que tu ne les as pas débranchés, vous avez une webcam qui montre comment c'est produit. Est-ce qu'elle y est encore, Aubry? Je n'ai pas vu le jour que je suis allé sur le site. Elle y est, cette webcam? Mais il n'y est plus. Ah, il n'y est plus, il faut la remettre. Mais c'était une bonne idée au départ, alors on y va. C'est pas grave, l'exemple tient la route. Vous avez les dirigeants, vous savez qui c'est. Ouais. Si vous êtes à Niort, vous connaissez les gens qui s'en occupent. La consommation est incarnée. Si vous achetez le biscuit d'une grande marque, une très grande marque, je ne citerai pas, qui représente, c'est désincarné. Vous ne savez pas où c'est fait parfois fait en Pologne, en Tchéquie, ici éventuellement, avec des produits dont vous ne savez pas d'où ça vient. Et c'est ce que disait Éric Orsena, quand les choses ne sont pas connues, quand on ne les met pas en avant, aujourd'hui elles sont devenues suspectes. Et donc le rôle que doivent endosser, je pense, les structures collectives pour aider les entreprises, c'est d'aider à incarner. Et le rôle des distributeurs, c'est d'arrêter de ne faire que vendre des produits et de faire une négociation tarifaire, mais de vendre également l'histoire des produits. C'est un boulot énorme pour la distribution qui est habituée depuis toujours on déroule des produits. C'est ce qu'on a vu dans le film de Système U, c'est d'être en capacité de vendre l'histoire des produits. Ça ne veut pas dire raconter des histoires, ça veut dire mettre en avant l'histoire et l'incarnation de ces produits-là. Et là, c'est gagnant. C'est l'histoire d'Aubry. Alors, on va aller chercher Éric Orsena. Je reviens vers vous, Aubry. Il y aura une question pour vous sur la grande distribution qui arrive par l'audience. J'ai une petite question pour vous de l'audience. Quelqu'un nous dit, à vous écouter, est-ce que ce n'est pas l'heure du retour des épiceries de produits locaux? Est-ce que vous pensez, vous, en tant qu'expert, que c'est un marché qui peut tenir? Ou est-ce que malheureusement, le modèle économique est un peu faible? Alors, qu'il y ait un mouvement vers ça, oui. D'ailleurs, la preuve, l'année dernière, on a eu le contexte qu'on connaît, mais les bouchers traditionnels ou les fromagers traditionnels ont connu une croissance inédite qui est de 20 à 30%, qui est colossale. Donc oui, il y a un mouvement vers ça. Moi, je crois d'abord qu'il faut bien se mettre en tête, on a pas mal parlé de prix au début, il n'y a pas le consommateur, et il y a de moins en moins le consommateur, la consommation est de plus en plus fragmentée. Donc les consommateurs. Voilà. Et il faut qu'on fasse attention à une chose, vraiment très forte, je suis très attentif à ça. 20% de nos compatriotes qui ont les revenus les plus faibles ont 65% de leur revenu qui est dans des dépenses préengagées. C'est-à-dire que le premier jour du mois, s'ils gagnent 1 000 €, le premier jour au soir, il leur en reste 350. Et la moitié de cette consommation-là, enfin de ce budget-là, en gros, est consacré à l'alimentaire. Et donc, ce sont des gens qui peuvent aspirer à consommer mieux, qui peuvent aspirer à acheter du bio, du local, etc. Mais ils ont une contrainte budgétaire qui est considérable. Et ayons en tête que depuis 13 ans, le pouvoir d'achat par ménage, par unité de consommation, c'est important, c'est une nuance importante dans notre pays, stagne.
Et donc, on a une vraie contrainte. Genre, la distribution dont je viens, mais ce n'est pas uniquement des gens qui veulent presser les prix, c'est qu'il y a une vraie demande sociale de prix bas. Et il faudrait éviter de faire une alimentation à deux vitesses, avec une alimentation pour les gens qui ont les moyens et de la malbouffe pour ceux qui n'en ont pas les moyens. Je dis souvent, l'enjeu, ce n'est pas de faire maigrir les maigres, c'est d'aider ceux qui ont des difficultés à manger bien. Donc, on a ce sujet-là. Et donc, il va falloir qu'on règle une équation terrible et qui nécessite que les gens se parlent et parlent ensemble face à l'État ou aux structures publiques, c'est d'arriver à produire une alimentation de qualité et plus locale, mais pas plus chère. C'est-à-dire, non pas, enfin, je dirais, arrêter de parler des prix et, et commencer à parler des marges et se demander comment on peut ensemble améliorer les marges des industriels qui sont en souffrance, des agriculteurs et des distributeurs aussi. Alors, on va le demander justement à fabricant. Éric Orsena, on revient vers vous. Je vous voyais vouloir répondre tout à l'heure, que vous avez été cité plusieurs fois. Puis hommage à la Bretagne, donc par les statistiques, vous êtes, on le sait depuis longtemps, cette région très identitaire. Alors, ce que dit Philippe, voilà, je vois en lui l'Alsacien, c'est-à-dire quelqu'un qui est certain de son identité. Vous savez, quand on parle de méconnaissance ou d'anonymat, le pire dans une société, c'est une société où se multiplient les lettres anonymes. Et l'anonymat grandit dans notre société. Donc moi, je suis absolument d'accord avec lui. C'est pas dire parce qu'on est proche d'une ville ou on est proche d'un magasin, pas du tout. Ça vient d'où? Qui a fait ça? Qui est responsable? Quand on voit qu'il faut se battre à Bruxelles pour avoir les étiquetages, savoir d'où ça vient, enfin c'est un droit quand même, le minimum de savoir ce qu'on bouffe, enfin, et au moins le produit d'où ça vient. Enfin, cet anonymat, mais c'est terrifiant. Et on le voit bien, c'est pas possible. Et là, la réaction contre l'anonymat, elle est extrêmement faible. Vous voyez, on ne sait pas qui nous gouverne, etc. C'est pas possible. Et le monde du numérique est ça. Donc, le monde du numérique, ça peut être excellent, au contraire, comme allié, mais ça peut être, on vous embrouille complètement. Et je vous assure, enfin, nous recevons sans arrêt des lettres anonymes. Eh bien, les lettres anonymes, c'est le pire du moment de l'occupation. Eh bien, on est d'une certaine manière occupé. Alors, on est occupé, mais on va quand même essayer de voir ensemble, Éric, et on va continuer à garder des pistes positives. Comment on peut faire autrement? Je voudrais que justement Aubry, qui n'a pas de webcam en ce moment dans l'usine, mais qui a quand même des dessins de notre ami Urbs, qui dit qu'on y mange quand même bien, nous permettent de continuer ce débat. Vous avez voulu réagir tout à l'heure quand on parlait justement de cette identification. On est tous, pour reprendre les propos d'Éric Orsena, on est tous des méchants et des gentils. Moi, je suis méchant parce que j'ai retiré les caméras, mais je vais les remettre. En tant que consommateur, en fait, on est aussi des zappeurs. On est les premiers à aller d'un circuit à l'autre. On va chez Biocop, on va dans le supermarché du coin. On s'autorise une digression sur des discounters, qui sont d'ailleurs de moins en moins discounters. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tous une responsabilité. Et le distributeur, il a aussi cette responsabilité-là, comme nous, fabricants. C'est-à-dire que les engagements, il faut les tenir. Moi, j'ai pris un engagement il n'y a pas longtemps avec un producteur de lait qui est à 5 km de chez moi, qui est une entreprise où il y a une quarantaine de vaches. Ils sont en difficulté financière, il vend son lait de vache à vil prix. Et moi, c'est facile de lui dire, je te l'achète 25% plus cher. Nous, on traite que du lait de vache, du lait entier cru. Par parenthèse, c'est très difficile en France de pouvoir acheter du lait cru quand on est fabricant. Fermons la parenthèse. Mais c'est juste tellement simple de faire un lait fermier avec du lait cru qu'on reçoit sorti de la vache. C'est basique, c'est simple, tout le monde peut le faire. Si nous, on y arrive aux petits amoureux, tout le monde peut le faire. C'est juste pour montrer que c'est des engagements simples. Pour vous donner un ordre d'idée, le deal qu'on a pris, c'est que l'exploitation agricole est passée en non-OGM. Ça lui coûte à peu près 5 000 € par an de surcoût, alors qu'il part déjà d'une situation difficile et il est OK pour le faire. Donc il l'a fait, on l'a contractualisé. En parallèle, on paye le lait 25% plus cher. Au global, lui, ça lui fait un revenu net d'environ 800 à 1 200 €, mais parce qu'on ne fait pas beaucoup de volume. C'est bien ça notre problème. On voudrait faire plus de volume. Mais en tout cas, pour l'exploitant agricole, ça a un vrai sens. Vous voyez, il nous regarde avec des yeux, mais alors qu'on ne fait rien de particulier, on fait juste le job, quoi. Sur la partie distribution, sur les engagements, et pour revenir sur les méchants et les gentils, il ne faut pas non plus catégoriser. On a bien compris, il y a le local, il y a le régional, il y a le national. Moi, ce que je peux vous dire, alors, je suis un peu plus sur les dossiers nationaux, mais il y a des bonnes pratiques aussi dans les enseignes nationales vis-à-vis des marques de PME. Et en fait, ils font tous bien le job ou pas. Et ce que je veux signifier, c'est qu'il y a parfois des écarts entre les intentions annoncées et la réalité des choses. Exemple, crise Covid.
catégorie biscuits, -3, -4. Des belles enseignes parisiennes, dont c'est -3, -4, oui, excusez-moi. en volume de vente. Ok. Réflexe de certaines enseignes parisiennes, que je ne citerai pas, qui sont surreprésentées sur ces catégories-là, on va réduire la taille de la boîte. Et qu'est-ce qu'on fait quand on réduit la taille de la boîte? On retire des marques de PME, puisque le gros de la VMM, il est fait par les grandes marques nationales. Donc on squeeze ces petites entreprises. Et c'est ça qu'il faut arrêter de faire, en fait. Il faut que le distributeur fasse son job de distributeur, de sélection de produits, et qu'il tienne l'engagement pour qu'on arrive à augmenter ces taux de produits de marques de PME et qu'on ait une alternative. Et qu'on casse le modèle de masse de marge du distributeur sur la rémunération. Et ça passe par des engagements. C'est juste de l'engagement. Donc on est à la fois gentil et méchant. Et essayons d'être un peu plus bienveillants justement sur nos marques de PME. Alors on va regarder ça, on va aller retrouver une vidéo d'ailleurs sur le. Là, ce sera vraiment pour incarner, puisqu'on en parlait tout à l'heure avec Eric Orsena, on parlait aussi avec vous. On va voir comment des éleveurs peuvent incarner leurs produits. Mais j'aurais une question pour vous, Bertrand Loupi, qui nous vient de l'audience. Il y a une personne qui demande pourquoi, vu le volume que vous faites, la grande distribution, là c'est peut-être plutôt la Fédé qui peut répondre, hein, même si pour vous ça peut être aussi le magasin et lui seul. Pourquoi vous n'accueillez pas régulièrement des producteurs qui viendraient vendre leurs produits en vente directe? Alors, vous me dire, je ne vais rien gagner, mais pourquoi il n'y a pas un geste, entre guillemets, on parlait du mot solidarité tout à l'heure, pourquoi ça ne se fait pas? Ou est-ce que vous le faites et que ça ne se fait pas? Est-ce qu'on accueille de temps en temps et on fait vendre de la vente directe à un producteur? En vente directe Oui, vente directe. C'est-à-dire que vous ne touchez rien sur ce qui se vend dans le magasin ce jour-là avec ce marchand de fromage ou de légumes? Ouais, non, nous on le fait, enfin pour l'enseigne en tout cas on le fait pas. Puisque ce qui est vendu dans le magasin doit être référencé. Par contre, nous, ce qu'on fait de plus en plus, c'est d'accueillir, on l'a déjà eu fait par le passé, mais on le fait de plus en plus, d'aller à la rencontre, de faire une rencontre en fait, entre le client et le producteur. C'est-à-dire qu'ils se connaissent mieux, mais pas forcément qu'ils puissent acheter le produit en direct. Ouais. D'accord. Ça, c'est important. Alors, je vous pose la question parce qu'on va aller un peu plus haut, là, dans le nord de ce beau département de la Gironde où nous sommes aujourd'hui. Je le rappelle, on est à la Méca. Et là, on va aller dans le Médoc et on n'y fait pas que du vin. Vous allez le voir, on va aller voir un producteur de viande. Saint-Germain-d'Esteuil est une terre de limousines. Pourtant, nous sommes bien en Gironde, plus précisément dans le Médoc. Ici, Nicolas Forérou s'occupe de 250 vaches. Depuis une vingtaine d'années, il fait partie du groupement des éleveurs girondins, une coopérative agricole qui valorise la production en circuit court. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de dire à notre consommateur que cet animal il a été élevé dans nos prairies, nourri de telle façon qu'il est, vous le voyez ici, en pleine santé et heureux, et ensuite abattu chez nous à Bègle et consommé dans nos boucheries. Chaque semaine, Charles Girard vient sélectionner les vaches à l'engraissement du troupeau de Nicolas Forérou. Ce qu'on regarde sur l'animal, c'est la qualité bouchère de l'animal, donc la largeur de dos, les morceaux nobles, donc avec la côte de bœuf, la loyau, principalement. Après, en second, on regarde l'arrondi du culotte, donc les fesses de la vache, savoir si elle a une bonne largeur, la quantité de viande qu'il y aura sur ces parties-là. Et en troisième, on regarde l'avant, là où on fait les steaks hachés et où on a aussi quelques morceaux à griller. Pour établir le prix de l'animal, c'est en fonction de l'âge, donc de son état de finition. Donc l'état de finition, là c'est la dernière phase qui arrive sur cet animal-là. Donc c'est des vaches qui ont fait des carrières, qui ont eu 3, 4, 5, 8 veaux, et qui après cette phase-là vont passer environ 180 jours à l'engraissement pour avoir développé des qualités bouchères et être bonnes gustativement, quoi. Ensuite, il y a bien sûr discussion sur le prix. Mais l'éleveur l'assure, la coopérative lui permet de s'y retrouver financièrement. Quant aux consommateurs, la qualité leur est garantie. En gros, quand vous rentrez dans une boucherie, vous êtes sûr que votre animal, il est du coin et qu'il a été élevé dans le respect de la bête et de l'éleveur aussi, parce que ce qui est important, c'est certes le bien-être animal, mais aussi le bien-être de l'éleveur qui, par sa juste rémunération, peut travailler dignement et vivre dignement de son produit. Parce qu'en fait, il y a très peu d'intermédiaires. Et en gros, sur un animal, ça paraît dérisoire pour le particulier, mais pour nous, c'est énorme. Il y a entre 50 et 80 centimes du kilo de différence, ce qui peut représenter entre 3 et 500 euros par animal. Donc ça fait quand même la différence. Ça fait la rémunération de l'éleveur. Comme Nicolas, 140 personnes sont adhérentes au groupement d'éleveurs girondins.
En 2019, la coopérative s'est dotée d'un abattoir situé à Bègles, en banlieue bordelaise. Juste à côté se trouve le magasin de producteurs. On a créé une filière complète qu'on qualifie de filière de la fourche à la fourchette. Et on a pris notre destin en main pour valoriser notre production et aller jusqu'à la distribution de détail. Donc on va en fait de la naissance du produit en passant par l'abattage et la distribution de détail. On va même plus en aval au niveau de, dans les foires, les manifestations. On a créé une équipe traiteur qui vient donc à l'aval de nos boucheries et qui nous permet donc de faire déguster et reconnaître et connaître notre produit au plus grand nombre. Direction les frigos, où sont stockées les carcasses de viande. Alors nous abattons une vingtaine de vaches par semaine, entre les blondes, limousines et basadaises. Donc sur la Gironde, sur le 33 et les départements limitrophes. Donc là, au hasard, on va en prendre une petite limousine du 33. Là, on a une blonde d'Aquitaine de Charente. Les animaux proviennent d'élevages situés dans un rayon de 80 km. Là encore, la proximité s'affiche, mais pas seulement. La qualité doit être au rendez-vous. La tendreté de la bête, c'est sur ce point-là qu'on le sert. Là, sur la hampe, vous savez que là, vous avez une très bonne bête. La viande s'écrase presque. Juste à côté, en voisin, on trouve la boucherie. Le groupement d'éleveurs girondins en compte désormais 5 identiques à celle-ci, réparties aux 4 coins du département. Donc nous, on est la boucherie la plus proche de l'abattoir parce que entre l'abattoir et la boucherie des Prairies d'Arcin, il n'y a que le frigo qui nous sépare, quoi. Donc il n'y a pas de frais de transport. Actuellement, en vitrine, vous avez de la limousine. Après, l'agneau, c'est l'agneau de chez nous. Voilà, quoi. Ça, c'est nous qu'on le fait main. Tous les produits qu'on fait, même la saucisserie, c'est fait main. Aujourd'hui, les éleveurs girondins emploient 60 personnes. Le chiffre d'affaires est en progression constante et significative. En 2020, il s'est levé à 12 millions d'euros. La coopérative ne campe pas sur ses acquis et porte sans cesse de nouveaux projets. Si on a créé un abattoir sur la région bordelaise, c'est pour permettre de faire autre chose. Aujourd'hui, on traite à peu près 50% de nos productions dans nos propres magasins, mais on est en train de vouloir développer, on développe déjà des partenariats avec la boucherie traditionnelle en premier lieu, avec la grande distribution, les supérettes et au-delà même la restauration. Et aujourd'hui, tout ce qui est aussi restauration collective, qui est une piste qui nous intéresse énormément. Dans la seconde moitié des années 1990, la crise de la vache folle est à l'origine des choix du groupement des éleveurs girondins de développer des filières courtes de production. Choix qui ont encore plus de sens aujourd'hui dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons. J'en viens vers vous avec ce reportage. On est en train de voir effectivement que ça s'organise. En plus, on est dans un site qui parle ici au Bordelais, puisqu'on est sur un site qui était les anciens abattoirs. Donc on est en plein dans le sujet. Est-ce que c'est le modèle justement vers lequel on va de plus en plus se diriger? Et est-ce que ces structures-là, demain, seront des interlocuteurs de la grande distribution? Comment vous voyez l'évolution justement? Parce que là, qu'est-ce qu'on retient? On retient moins d'intermédiaires. C'est ça qu'il dit. Il explique que le revenu, la marge, elle se fait là. Oui, alors il y a un mouvement vers... On appelle de circuit court. Et circuit court, ce n'est pas une question de distance. Hein, oui. D'un point de vue technique, c'est le nombre d'intermédiaires. Ce mouvement est réel. Moi, j'ai tendance à répéter que les phrases de Madame Allemand qui dit que votre métier secondaire est la spécialité de quelqu'un d'autre. Là où il faut qu'on fasse attention, je pense, dans la filière, c'est d'arrêter chacun de vouloir faire le métier de l'autre. Il peut y avoir des exceptions, mais les agriculteurs qui essayent de faire leur propre magasin, ils vont le faire sans doute avec talent, ils vont éliminer des circuits, mais ils vont consommer de la main-d'œuvre qu'ils ne mesurent pas toujours très bien, parce que souvent leur temps est élastique. Ça consomme des investissements, etc. Le métier de distribution, les distributeurs, c'est leur métier, ils le font bien, comme le métier des industriels. Donc l'enjeu, pour moi, c'est que l'ensemble des maillons arrivent à beaucoup mieux collaborer qu'ils ne l'ont fait par le passé. Et là, il y a un vrai sujet, quand on est au local. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais notre histoire est une histoire de massification, je l'ai dit tout à l'heure, et de massification, je dirais, verticale, c'est-à-dire au niveau national. Les entreprises se sont concentrées comme ça, les industriels, les distributeurs, les agriculteurs moins, mais avec des outils tels que des grosses coopératives, il y a un peu cette dimension-là. Le problème, c'est que si on veut être productif, si on veut être efficace, proposer des prix abordables localement, il va falloir aussi cette logique, je dirais,
de massification, mais qui ne soit pas standardisé. Et cette massification ou cette organisation efficace, il va falloir la faire localement entre acteurs qui sont concurrents. Et là, il y a un sujet. C'est-à-dire que si vous êtes agriculteur en fruits et légumes, un autre qui fait peut-être de la viande, un producteur de biscuits, enfin des entreprises localement, si chacun veut travailler sa mise en marché tout seul, ça va générer des coûts extrêmement élevés. Si maintenant ils se mettent à collaborer ensemble pour construire des outils, Aubry a mené ça il y a quelques années sur la logistique, il en a touché un mot tout à l'heure. Mais si vous le faites également, non pas avec un seul distributeur par exemple, mais avec plusieurs, si Auchan, Carrefour, Système U à un moment donné se mettent autour d'une table pour dire tiens, on va travailler avec Laurent et on va organiser un système logistique qui nous permet collectivement d'être moins cher. Là encore, vous voyez, travailler sur les marges au lieu de travailler sur les prix. On va gagner énormément, on va pouvoir avoir une organisation de marché efficace localement. Ça pose des problèmes, parce que l'histoire fait que les gens sont moins habitués à se parler, ça pose même des problèmes juridiques, d'entente ou autres, enfin, c'est compliqué. Donc bon, c'est une initiative que les partenaires, je suis en train de lancer pour travailler ça, mais c'est un vrai sujet pour garder l'efficacité économique. Il ne faut pas opposer le côté World Company, les gros systèmes nationaux, efficaces, un peu désincarnés, on l'a dit, et de l'autre côté, le système local, c'est vachement mieux, mais c'est beaucoup plus cher. Parce que le mieux, mais beaucoup plus cher, ça ne dépassera jamais 5 à 10% de part de marché. Je comprends. Jamais. Alors, Yannick Ferronato, là, on est peut-être sur le débat réel, puisque non pas qu'il n'était pas réel avant, mais on est sur un vrai sujet. Comment vous réagissez justement à ça? Parce que vous êtes en train de faire le métier de l'autre quelque part, en étant à la fois paysan dans le Gers et puis vendeur, et en étant vendeur avec des magasins Biocoop dans les Landes, entre autres. Non, mais je crois que c'est cette dimension collective là qui est importante. Alors, qu'en fait, tout le monde est concerné par le sujet. En fait, l'humain est concerné. On parle des consommateurs, on parle des producteurs, on parle des gérants de magasins, des distributeurs, des transformateurs. Tout le monde est concerné. Et donc, je pense qu'un des enjeux de la relocalisation des productions, c'est aussi et surtout de comment collectivement on va construire ce schéma-là. Parce qu'il y a quand même un risque d'atomisation, en fait. Le risque que et vous voyez l'énergie qu'il faut mettre pour réussir à être entendu par un distributeur, on en parlait tout à l'heure. Donc le risque de producteurs locaux dilués sur le territoire sont des proies pour des distributeurs moins de 10 ans, je dirais, puisqu'ils ne peuvent pas collectivement s'organiser, maîtriser des marges et puis se défendre aussi, porter une voix. Et je crois que voilà, la dimension collective et la coopération est un outil formidable pour relocaliser les productions sur nos territoires. Aubry, par rapport à ça, ça va dans le sens de ce que vous êtes en train d'écrire avec les petits amoureux et les marques associées. C'est ça l'idée, c'est justement de faire ce travail collectif que prônent nos deux interlocuteurs qui viennent de s'exprimer. Oui, je pense que, en fait, on voit bien qu'il y a plusieurs façons de procéder. Ce qu'il faut, c'est avoir cette intelligence collective, arriver à mettre les gens en relation, ce qu'évoquait tout à l'heure Philippe dans le cadre de ces démarches et ces chantiers. Nous, c'est ce qu'on fait aussi avec la marque Produits Nouvelle-Aquitaine sur le territoire néo-aquitain avec Laurent Dulot. Dans la marque, le label Produits Nouvelle-Aquitaine, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est faire grandir nos entreprises du territoire sur des engagements qualité. Ça veut dire concrètement qu'on leur fait passer des audits avec des auditeurs externes, des vrais labos, c'est des gens extrêmement sérieux, sur des niveaux de référentiel proches des IFS, c'est-à-dire vraiment des standards de qualité qui sont imposés aux grandes marques et aux grands groupes. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est d'avoir aussi une production locale, c'est-à-dire qu'on garantit dans la marque Produits Nouvelle-Aquitaine que ce soit une production locale. Et ce qu'on est en train de faire également avec Laurent, c'est de tendre vers un niveau d'engagement d'achat de matières premières locales fabriquées sur place. Et quand on n'y arrive pas tout seul, avec la ADA, avec la région, on essaye de trouver des façons d'aménager des filières. Parce qu'il y a ça aussi, il ne faut pas oublier qu'il nous faut la matière première. Et ce n'est pas, comme c'était dit justement, on est tout petit individuellement, on n'y arrivera pas. Donc il faut en effet des démarches collectives et c'est une somme de choses. Et la marque Produits Nouvelle-Aquitaine en est l'exemple. Philippe Gossman, ça peut être une façon d'aller compenser ce retard que peut avoir la région, qui est un petit peu supérieure à la moyenne nationale, mais qui est en retard sur la Bretagne ou sur l'Alsace en matière d'entité. Oui, alors, la région n'est pas en retard. Sur les chiffres un peu, on est à 2,6, les autres sont à 4,1.
c'est le poids d'une histoire collective. Donc, c'est pas un retard, il ne faut pas s'autoflageller, il n'y a pas de retard. Il y a du progrès potentiel, c'est autre chose. Positivement. Non, mais ce que dit Aubry est tout à fait juste. L'exemple de l'IFS est remarquable. Il y a quelques années, vous vouliez vous faire référencer chez Auchan, puis chez Carrefour. À chaque fois, vous aviez un audit, à chaque fois, vous aviez un cahier des charges qualité. Il y a quelques structures ARIA qui avaient initié, quelques années, le fait de dire on fait une marque et on intègre tout de suite ces cahiers des charges. C'est hyper facilitant pour la PME parce qu'elle a déjà finalement son agrément pour rentrer. Mais ce que vous n'imaginez sans doute pas, c'est à quel point c'est facilitant pour le distributeur. Je l'ai été. Vous voyez quelqu'un arriver avec l'estampille de la marque collective régionale, mais vous bypassez tout de suite toutes les fourches codines de la qualité. Il faut avoir juste ça en tête. Il y a un vrai distinguo avec les groupements d'indépendants. On a vu Système U tout à l'heure qui a fait un travail remarquable. Il y a un distinguo très fort entre les groupements d'indépendants et les groupes intégrés comme Auchan, Carrefour, Casino. Quand vous êtes un commerçant indépendant, Système U qu'on a vu, il peut référencer en local, il engage, je parle de qualité, de juridique, il engage sa responsabilité, c'est son entreprise. S'il y a des problèmes qualité, c'est très très rare en France, on est le pays le plus qualitatif au monde avec le Japon. Donc, mais si ça arrive, il engage sa responsabilité de commerçant. Si ça arrive à Benoît, il engage la responsabilité de son entreprise, avec des niveaux de risque pour l'entreprise qui sont colossaux. Ce qui fait que les entreprises intégrées, les grandes, ont mis des verrous de qualité qui sont très importants. Moi, il y a 20 ans, j'étais nommé directeur dans un hypermarché. Quelques mois avant, 20 personnes se sont retrouvées à l'hôpital pour un problème d'intoxication alimentaire lié à un fournisseur local. Eh ben, quand vous êtes une très grosse entreprise, vous faites extrêmement attention à ça. Et donc, c'est ce qui a verrouillé pendant 20 ans beaucoup ces sujets. Et donc, le travail que vont faire les régions, les ARIA, l'ANA, etc., sont un travail à la fois de mise en relation avec la distribution, mais d'accompagnement du tissu productif pour monter le niveau de qualité et faciliter la relation. C'est absolument fondamental. Bertrand Loupi, puisque vous êtes justement le témoin de cette fédération, est-ce que c'est rassurant pour vous justement de voir arriver des collectifs qui peuvent vous assurer d'un seul coup de pouvoir faire rentrer différents produits dans vos magasins, ou est-ce que ce n'est pas la solution? Quel regard vous avez? Si, complètement. Alors. Complètement. Ça permet de, encore une fois, on l'a dit, maintenant, les habitudes de consommation changent très rapidement. Je pense que la clé du succès futur, c'est la célérité. Perdre 2 ans en audit, on l'a dit, c'est plus possible à notre époque. Donc avoir une estampille, en effet, c'est rassurant. Allez, une petite question de l'audience et puis on prépare la synthèse avec Éric Orsena. J'ai une question qui est dans le cadre, sans être dans le cadre, mais on aime bien prendre les questions des lecteurs. Comment influencer les industriels de l'alimentation pour qu'ils aient moins recours aux emballages en plastique non recyclables? On y échappe rarement sur ces sujets et on est fiers de voir que c'est toujours des questions soulevées et de voir qu'on suscite des questions. Est-ce que c'est la grande distribution, la fédération qui répond ou l'expert? On pourrait même demander ce qu'on fait. Eh ben, allez, Aubry. Qu'est-ce qu'on fait régionalement avec l'emballage recyclable ou pas recyclable pour les biscuits? La RSE, ça n'appartient pas aux grandes marques ou aux grands groupes. Ça se fait aussi sur les territoires. C'est ce qu'on dit depuis le début finalement. Il y a des démarches simples. Retirer les barquettes de support dans des paquets de biscuits. On a fait ça il y a déjà 5 ans en arrière. Cette année, on utilise à peu près 30% de la matière emballage des films dits plastiques en compostable. Donc en 2 ans de temps, on a basculé 30% et on est dans ce chemin d'avancement. La RSE, ça se décrète pas, ça se mesure pas à pas. Et un autre exemple, c'est qu'on vient de lancer, même si techniquement c'est compliqué, c'est du papier, en fait, de la matière 100% papier pour des biscuits, des paquets de gâteaux individuels. D'accord. Et là, on est vraiment sur de la fibre de papier. Donc c'est compliqué, parce qu'il y a des contraintes techniques, mais c'est ça le type d'engagement qu'on peut prendre, tout simplement. Bertrand Loupi, ça fait partie des choses qu'on demande maintenant aux fournisseurs, d'être attentifs sur... Aux fournisseurs et à notre propre production, parce qu'aussi on vend de la matière brute, que ce soit le vrac, mais je pense à la boucherie aussi, avec des barquettes qui maintenant sont à base de bagasse ou de fibres végétales en tout cas, et ça c'est des avancées importantes, et on est obligé de supprimer le plastique en effet. Chez Biocoop, j'imagine que c'est pas nouveau, le vrac. Voilà. Okay. Le vrac comme pilier, 500 références en vrac aujourd'hui dans le réseau, toujours encore et toujours rechercher qu'est-ce qu'on a comme solution pour
pour limiter l'utilisation des emballages. On le sait, c'est long, c'est parfois coûteux, mais il faut le faire, il n'y a pas le choix. Alors, ce qu'il faut faire aussi, et c'est toujours un plaisir, c'est la synthèse de nos rendez-vous avec Éric Orsena, qui nous a suivis assidûment, comme il le fait à chaque fois. Avant d'être ce soir sur un spectacle qui n'aura rien à voir en Touraine, Éric, qu'est-ce que vous retenez et qu'est-ce que vous avez envie de valoriser, de mettre en avant à votre tour de cette rencontre? D'abord, ce dont j'ai envie, c'est d'un déjeuner. Nous aussi, mais avec des bons produits de région Nouvelle-Aquitaine. Désolé, on ne va pas manger breton aujourd'hui. Il s'agit de ça, je veux dire. Et ma grand-mère n'était pas de la région, mais lyonnaise. J'ai appris le respect de la gourmandise. Alors moi, j'ai trois remarques. Premièrement, ce qui me frappe, c'est que le vrai débat sur l'alimentation, il est ouvert. Alors que, d'une certaine manière, on s'est laissé emporter par des évolutions dans lesquelles on n'avait pas beaucoup de part. Et je vois un peu la même chose dans la question de l'énergie. On a dit, bon, bah, il y a eu le charbon, et puis après, il y a eu le pétrole, et puis il y a eu le nucléaire, etc. Maintenant, les gens, on voit bien avec les éoliennes, on se demande un peu qu'est-ce qui se passe. Donc la question, elle est posée. La deuxième chose, c'est la diversité. Je prends l'exemple de la route qui me conduit chez moi quand j'arrive à Paimpol. Sur la droite, il y a Lidl et juste en dessous, il y a Carrefour. Et en face, il y a Biocoop. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est dans cette région où, évidemment, la question de la transition agricole est posée avec l'élevage, les ports, etc., etc., on voit toute cette diversité. Et on pourrait rajouter l'exemple d'Intermarché, qui est le principal armateur, enfin maintenant français. Donc ça, vous avez 4 solutions. Et alors, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est quand j'ai discuté avec les paysans qui entourent l'endroit où je vis, ils me disent, écoute, regarde ce qui s'est passé avec Lidl, parce que Lidl, on est arrivé, on était terrorisé parce que c'est a priori, il se présente comme le moins cher. Eh bien, au fond, on a des relations meilleures avec Lidl qu'avec les autres. Ce qui veut dire qu'on peut avoir des bonnes relations, et notamment, ce dont on n'a pas parlé, d'un engagement à long terme entre les producteurs et les distributeurs qu'on trouve à Lidl et qu'on ne trouve pas forcément chez les autres. Donc, c'est une question qui m'a tout à fait intéressé. Et puis, la troisième point que je redis, on l'a dit avec Philippe, on l'a dit avec tout le monde, on l'a dit avec les petits amoureux là, c'est évidemment l'incarnation. C'est-à-dire savoir ce qu'on mange et qui produit ce qu'on mange. Ça me semble quand même la moindre des choses et la lutte contre cette maladie qui déferle sur nous, on le voit bien avec les vaccins, qui est le soupçon. Et donc, si on a un soupçon sur ce qu'on mange, ce n'est pas possible. Et la réponse au soupçon, c'est donner des noms, c'est-à-dire donner des responsables. C'est des incarnations. Et on a dit tout à fait les histoires. Alors là, je reprends et je défends ma petite corporation des romanciers, des raconteurs d'histoires, c'est-à-dire que ce qu'on mange, c'est une histoire, et c'est notre histoire à nous, puisque nous sommes ce que nous mangeons. Et je finirai en disant bon appétit et large soif. Merci pour la large soif, ça sera partagé. Éric, merci toujours pour votre participation. Allez, on va terminer toujours après cette synthèse. On demande à chaque intervenant de formuler un vœu. Je vous rappelle que c'est un gros travail de concertation qui a été mis en route par l'Agence alimentaire Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que vous avez un vœu? Chacun commence qui veut à formuler pour qu'on se dise dans 5 ans, si ce vœu est réussi, on aura bien avancé sur les relations producteurs et grande distribution. Allez, notre expert en premier, on va faire tourner. Je vais juste commencer par un chiffre que j'ai oublié de vous donner tout à l'heure en réponse. Les Français aujourd'hui sont 26% à souhaiter plus de consommation bio, ils sont 39% à souhaiter plus de consommation locale. C'est encore un chiffre d'IRI et qui est extrêmement intéressant. Donc il y a de l'avenir. Moi, mon souhait, c'est simplement que cette filière, globalement, production agricole, production industrielle et distribution et restauration, on n'en a pas parlé, c'est absolument majeur parce que c'est là que le marché est en train de se déplacer, se mettent autour de la table, c'est le bon mot, nationalement, mais dans les territoires, pour construire, pour réfléchir à leur avenir et construire la bonne création de valeur avec la dimension long terme qui est nécessaire. Sinon, on ne peut pas investir, sinon on n'a pas de visibilité, sinon on ne peut pas générer de marge. Et là, il faut mettre des outils en place parce que ce n'est pas culturel et ce n'est pas simple à mettre en place. Ce n'est pas pour faire durer, au contraire. Est-ce qu'on peut dire ce que veut dire long terme dans une relation acheteur Je vais le dire en creux. Tout le système et la législation
même si elle évolue un peu, a été construite sur la logique de ce que le patron de la fédération, enfin de la FEF, la fédération des PME, appelle un CDD. C'est-à-dire tout est fait au départ pour faire des contrats annuels. Comment peut-on travailler avec des contrats annuels dès lors que le moindre investissement pour un industriel s'amortit sur 5 ans et que d'une production agricole, quand on décide d'en faire une, c'est sur des échelles de temps encore plus longues. Donc ça ne peut pas fonctionner. Il va falloir que, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter le contrat annuel, hein, quand on est avec des grands industriels internationaux, c'est la vie, mais qu'il faut développer d'autres systèmes contractuels qui permettent de créer de la valeur. Allez, Aubry-Guyon, un vœu. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des signes d'amour. Nous, on s'engage, on fait le job de transformateur. On est Produits Nouvelle-Aquitaine, on est entrepreneur plus engagé, on est Agriéthique France, qui est également un label de rémunération sur 3 ans de nos producteurs. Ça, c'est ce qu'on sait faire. Le reste, on ne sait pas bien le faire. Et on a besoin du soutien en fait, des différents opérateurs, dont la distribution, pour venir chercher nos marques de PME. Donc c'est une main tendue. Exactement. Et on est vraiment open pour le faire. Très bien. Allez, justement, la grande distribution, c'est la fédération. C'est vous qui la représentez. Votre vœu? Mon vœu, c'est que ce débat, cet échange, il permette de trouver des solutions, hein, et qu'on arrive à trouver chacun avec nos compétences. Et comme on l'a dit, hein, chacun est professionnel dans son domaine. Donc, de trouver des solutions, des petites solutions qui nous amènent un peu plus de marge, un peu plus de revenus pour chacun. Eh bien, on y veillera. Yannick Ferronato, on termine avec vous, puis on finira avec un dessin de Urbe, j'en suis sûr. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin, quoi. Donc, la réflexion que l'on a autour du mieux consommer, du mieux manger et autour de l'alimentation en général nous amène à développer une économie sociale et solidaire. Je crois que c'est ça l'enjeu. Et voilà, donc on va continuer à œuvrer pour ça et on y croit. Eh bien, on y croit tous ensemble. Je crois que Eric nous fait savoir qu'il n'avait pas tout à fait fini sa synthèse, il veut peut-être réagir au vœu ou en formuler un lui-même, mais on finira par le dessin de Urbs. Eric, un mot? C'est le long terme, c'est le temps. Ouais. Le temps, vous savez, l'agriculteur, et c'est le lien entre l'agriculteur et la langue française, l'agriculteur, il dépend du temps qu'il fait et aussi de la confiance, c'est-à-dire du temps qui passe. Et vraiment, comment peut-on s'engager avec les grandes incertitudes de ce métier sans avoir une sorte de confiance sur 4-5 ans? Et ce qu'a dit une fois de plus notre ami alsacien, vous voyez, je suis breton, mais j'ai rien contre l'Alsace. Et vive l'Aquitaine. Vous voyez à quel point. D'ailleurs, quel œcuménisme, Eric Orsena, franchement. Je me présente à la présidence, puisque c'est pas Zemmour n'a pas le monopole de l'intellectuel. Je ne serai pas de son bord, comme vous pouvez imaginer. On avait déjà compris. D'ailleurs, on salue votre prestation récente à la maison de François Mitterrand il y a quelques semaines, quelques jours. Bien, merci à Eric, évidemment. Merci à toutes, merci à tous d'avoir suivi. Merci aux experts qui étaient sur ce plateau. On salue tous nos invités, qui étaient les invités de l'agence de l'ANA, qui nous a permis de faire ces rencontres. On les remercie nous aussi à Sud-Ouest d'avoir permis ces rencontres. On vous donne rendez-vous très bientôt. On vous souhaite d'excellentes vacances et pour reprendre les mots d'Eric Orsena, bon appétit et puis buvez avec modération. À bientôt.